Notre invité Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, regardons l'actualité pour commencer. Jean-Noël Guérini, mis en examen, dénonce une instruction politique. Vous êtes d'accord avec lui? Non, mais je ne vais pas me prononcer sur le fond de l'affaire, même si je sais pertinemment ce qu'il y a derrière le système Guérini. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je sais qu'un certain nombre de responsables socialistes sont capables de se fourvoyer dans des systèmes de corruption qui sont extrêmement graves. Je l'ai bien vécu, excusez-moi, rappelez-vous que je viens quand même d'Hénin-Beaumont, dont le maire a été incarcéré. Non, ce qui, je crois, est critiquable, est le comportement du PS. C'est-à-dire ? Enfin, écoutez, pourquoi est-ce qu'ils demandent à M. Guérini de quitter le Parti Socialiste? Ils n'ont qu'à l'exclure. Pourquoi ils ne prennent pas la responsabilité de l'exclure? Et pourquoi d'ailleurs, au vu du dossier et de l'enquête effectuée par M. Montebourg, ils ne l'ont pas exclu depuis des mois déjà? Bon, parce qu'il y a derrière cela des intérêts politiques et que les intérêts politiques, ils passent devant l'intérêt général, devant la morale publique nécessaire. Moi, je trouve que pour le Parti Socialiste qui donne des leçons de morale à la terre entière tout de même et qui exige régulièrement d'un tel ou d'un tel qu'il démissionne ou qu'un responsable politique exclut celui qui a commis une faute, ils auraient dû, depuis de très nombreux mois, prendre une sanction à l'égard de M. Guérini. Est-ce qu'un élu poursuivi pour association de malfaiteurs peut gérer des millions d'euros d'argent public? Ah, c'est tout le problème de la présomption d'innocence. C'est tout le problème. Alors, on a voulu appliquer aux politiques oui. la présomption d'innocence. Bon, la présomption d'innocence est un grand ça principe. existe. Est un grand principe, certes. Vous n'y revenez pas dessus. Non, mais le temps politique n'est pas le temps judiciaire. Et par conséquent, on a vu d'ailleurs le Parti Socialiste, encore eux, se retrouver à attendre la condamnation définitive d'un de ses élus poursuivis pour harcèlement sexuel, et qui a fini par être condamné une première fois, puis la condamnation confirmée. Donc pendant 2 ans, cet homme qui avait effectué un harcèlement sexuel et des attouchements sexuels est resté à son poste. Alors, un parti politique n'est pas lié par la présomption d'innocence. Un parti politique peut décider, lui, que les soupçons lui apparaissent assez graves. Exactement, que les soupçons sont assez graves pour prendre une décision d'exclusion du mouvement. Je remarque que le Parti Socialiste ne l'a pas fait. Mais l'UMP ne l'a pas fait non plus. Avec le Front National le fait toujours? Oui, oui. Ah oui, le Front National l'a toujours fait, et avec une très grande rapidité. Après les événements d'Oslo, c'est le Front National, c'est vous-même qui avez décidé de demander le départ de l'un de vos proches conseillers après ces déclarations? Écoutez, ne me faites pas ce procès-là, parce que vous savez très bien... Je pose simplement la question. Mais M. Bourdin, vous savez très bien que j'ai pris mes responsabilités en la matière. C'est vous qui avez demandé son départ? Que j'ai pris mes responsabilités en la matière, que ça a été le cas pour M. Gabriac en l'espace de quelques heures. Moi, je remarque juste Monsieur Ozon, c'est vous qui avez demandé son départ? Disons que nous avons discuté ensemble. C'est vous qui avez demandé son départ, Marine Le Pen? J'ai même pas eu le temps, monsieur Bourdin. Le simple fait que j'indique que j'étais en désaccord avec lui, il a considéré qu'il n'avait plus de liberté, et pour retrouver sa liberté, il a démissionné. Franchement, est-ce que vous avez été gêné par les déclarations de certains membres de votre parti sur la tuerie d'Oslo? Monsieur Bourdin, oui. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à l'UMP pourquoi monsieur Tron est toujours le responsable départemental de l'UMP? Pourquoi il est toujours maire de sa ville, alors même qu'il est soupçonné d'avoir effectué des attouchements du harcèlement sexuel à l'égard d'employés municipaux? C'est quand même marrant, ce genre de questions me sont réservées. Je vous ai posé une question sur Jean-Noël Guérini, à l'égard Marine des Le Pen, autres. pas du tout. Que ce soit vous, le Parti Socialiste ou l'UMP, c'est la même chose, Marine Le Pen. Moi, je suis pour le rétablissement de la morale publique. Je considère qu'il peut exister des débats politiques, qu'on peut être en désaccord dans son mouvement sur des sujets politiques, mais tout ce qui touche à la morale publique sera impitoyablement sanctionné dans le mouvement que je préside. Que vous avez été, j'en ai donné des preuves. Je repose ma question parce que j'aime bien les réponses. Vous avez été gêné par les déclarations de certains membres de votre parti sur ce qui s'est passé en Norvège? Il y en a un certain nombre qui ont pris la porte, oui. Oui. Vous avez été gêné, donc. Un responsable local... vous avez été gêné? Mais je ne suis pas gêné, monsieur. Qu'est-ce que ça ne me gêne pas? Je prends acte que des gens ont pris des positions qui sont contraires à celles que j'ai exprimées. Alors, certains commentateurs disent l'été n'a pas été très bon pour Marine Le Pen, les sondages n'ont pas été bons. Pourquoi? Et certains commentateurs disent c'est Nicolas Sarkozy qui monte et qui fait baisser Marine Le Pen.
Nicolas Sarkozy a profité d'abord d'une ultra-visibilité cet été, liée à la crise financière, et d'une sorte de réflexe contre une partie seulement des Français, parce que faut pas, la hausse de Nicolas Sarkozy, c'est 1 ou 2 points, c'est quand même pas spectaculaire, hein, il est très bas dans les sondages, mais une partie des Français ont toujours, dans la tempête, une inquiétude en disant, mon Dieu, est-ce qu'il faut changer de capitaine dans la tempête? Et moi, je leur dis, mais c'est le moment justement ou jamais, parce que c'est dans la tempête que l'on juge le capitaine. Or, le capitaine Nicolas Sarkozy commet des erreurs de navigation majeures, et il met en péril le navire France. En péril, c'est-à-dire? En péril, oui, je crois. La France est au bord de la faillite? Ah oui, la France est en faillite. Au bord du précipice? Enfin, il n'y a pas de faillite pour les États, il y a une banqueroute. Il n'y a pas de faillite, oui, banqueroute. Écoutez, M. Fillon, au bord du précipice? M. Fillon l'a dit depuis déjà des mois. Alors, très objectivement, la vérité nécessiterait de dire, comme l'a dit M. Zapatero pour l'Espagne, quand il a dit « l'Espagne est au bord du gouffre », eh bien, la vérité oblige à dire la France est au bord du gouffre. La France est au bord du gouffre. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle a 1680 milliards d'euros de dettes, parce qu'elle continue d'aggraver sa dette par des plans notamment de renflouement de la Grèce, du Portugal et demain probablement de l'Espagne, que le gouvernement ne prend pas les décisions nécessaires pour recréer l'emploi dans notre pays. Il ne fait que tenter de gérer plutôt plus mal que bien d'ailleurs le chômage. Il ne met pas en place la régulation nécessaire, la protection nécessaire pour recréer une croissance dans notre pays. On va parler de vos solutions, on va parler de la situation de la sécurité sociale. Dans 2 minutes, Marine Le Pen est notre invitée, 8h42, BFM TV, RMC, à tout de suite. Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Marine Le Pen, notre invitée. Marine Le Pen, vos solutions. Vous sortez la France de l'Union européenne et de l'euro. On est d'accord? Non, ma solution, c'est un plan concerté. Planifié. Avec qui? Concerté avec qui? Parce que pour éviter la panique qu'on est en train de voir. Concerté là, avec qui? Avec les différents pays européens qui sont en train de comprendre. On dit aux pays européens, nous sortons de l'euro. Oui, on dit il faut que donc sur 6 à 8 mois, nous réfléchissions à une sortie planifiée de l'euro. Parce que vous aurez bien compris que vous allez tomber les uns après les autres. Or, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai proposé ça depuis des mois. On m'a raillé, très bien. Bon. Mais aujourd'hui, c'est la panique générale. On prend des plans d'austérité de manière catastrophique, ça va dans tous les sens, c'est absolument n'importe quoi. Et un certain nombre de gens, dans la panique, disent « Ah, bah, c'est pas grave, on va jeter la Grèce de l'euro ». Mais c'est ça la solidarité européenne. De la France. Nous sortons de l'euro, le franc est réimprimé, on est bien d'accord? Oui. Avec valeur 1 franc, 1 euro. Oui, oui, pour éviter la valse des étiquettes. On veut relancer la croissance, évidemment. Bien sûr. Bon, les prix vont monter, forcément. Et pourquoi? Inflation. Ne serait-ce que le prix du pétrole. Hein. Inflation. Inflation. Vous savez, forcément inflation. C'est la Banque de France qui va créer de la monnaie, qui va imprimer de la monnaie. Non, parce que ça se régule. Ça se régule, ça, la création de masse. Comment on décide que la création de masse monétaire ne dépasse pas tant par an pour éviter une inflation. Mais il n'y a pas de risque d'inflation aujourd'hui. Il y a une surveillance administrative des prix qui est mise en place. Vous me parlez du pétrole. Il y a un contrôle des prix qui est mis en place. Laissez-moi parler. Allez-y. Je sais que vous avez envie d'avoir raison. Non, j'ai pas envie d'avoir raison. Vous me donnez un exemple. Alors, je vais vous répondre sur votre exemple. Sur le pétrole, on me dit la dévaluation de l'euro de 20%, ça va être épouvantable, le prix du pétrole va augmenter. Vous savez de combien il va augmenter? De 5%. Pourquoi? Parce que l'immense majorité du prix du pétrole, et les Français le savent, ce sont en réalité des taxes de l'État. Ça n'est pas le coût auquel on l'achète. Donc ça fait 5% d'augmentation. Eh bien écoutez, on baissera de 5% les taxes perçues par l'État et on contrebalancera par une taxation des grandes entreprises pétrolières et gazières. Il y a des solutions. Je comprends bien que... Vous baissez les impôts ou vous augmentez les impôts si vous êtes au pouvoir? Ah, je crois qu'il va falloir alléger les impôts sur les PME, PMI et sur les classes moyennes. Ce que fait Obama aux États-Unis. 240 milliards d'euros d'efforts sur les charges sociales et les impôts payés par les PME. Les impôts, c'est une... Non mais, il y a quelque chose quand même qu'il faut que vous compreniez. C'est que les impôts, ils ont une contrepartie. Moi, je crois que le consentement à l'impôt aujourd'hui, il pêche. Pourquoi? Parce que les Français ne sont pas contents des dépenses qui sont faites par le gouvernement. Et il y a un bon moyen quand même d'alléger la charge des impôts sur les PME, PMI et les classes moyennes, et éventuellement d'ailleurs d'envisager une distribution plus équitable de l'effort.
c'est de faire des économies, mais pas les économies que fait le gouvernement, pas sur les classes moyennes, pas en augmentant les mutuelles, pas en augmentant la CSG, parce que ça, c'est un véritable scandale. Vous augmentez les impôts ou pas? Non, monsieur, je fais des économies. Uniquement. Et je sais que c'est un gros mot. Pas d'augmentation de la TVA, pas d'augmentation de la CSG, de la CRDS. Non. Non, vous arrivez en faisant uniquement des économies à réduire la dette de ce pays. Oui. Et de surcroît, je redonne à la Banque de France la possibilité de prêter au Trésor sans intérêt pour sortir des griffes des marchés financiers et de l'étranglement des taux d'intérêt qu'ils vont nous imposer. Vous sortez de la loi de 1973. Exactement, qui vont évidemment augmenter ces taux d'intérêt. Alors, les économies, parlons-en. Oui. Parce qu'on n'en parle jamais. C'est pas... Moins de fonctionnaires. Excusez-moi, c'est pas 4 € sur les nuitées... Moins de fonctionnaires. Monsieur, 60 milliards d'euros de plans de renflouement. Grèce numéro 1, Portugal, Irlande, Grèce numéro 2. Permettez-moi quand même, 60 milliards d'euros, ils ont voté dans le dos des Français. Enfin, ils ont voté les plus courageux, M. Bourdin, parce que la moitié des députés avaient piscine, vous voyez. Donc ils n'étaient même pas là, tellement ils n'ont pas osé voter. Parce que avoir le courage de voter est une chose, avoir le courage d'aller dans leur circonscription pour regarder leurs électeurs dans les yeux en leur disant « Je viens de vous imposer de payer 15 milliards pour la Grèce que vous ne reverrez jamais, parce que c'est la réalité », bon, c'est une autre chose. Donc 60 milliards. L'AME, tiens, parlons-en, créée par Jospin, 700 millions d'euros par an. L'AME, c'est l'aide médicale d'État qui est réservée exclusivement aux clandestins. 700 millions d'euros par an. C'est quand même pas rien. Bon. La niche Copé. Aux clandestins qui ont moins de 643 € de revenus par mois. Hein. Ah bon, parce que les clandestins ont des revenus, ils font comment? Bien sûr, bien sûr. Elle a été mise en place en quelle année là? Ils font comment? En 2000. Non, mais pour assurer une couverture médicale aux étrangers en situation irrégulière n'ayant que de faibles ressources. 634 Et comment vous prouvez Qu'est-ce que je dis? Mais monsieur, comment un clandestin peut-il avoir des fonds? L'AME, 558 millions d'euros. 700 millions d'euros. Bon, on va pas se bagarrer. Vous me demandez des économies, vous les contestez. Moi, je vous donne les miennes. La niche Copé, au bénéfice des grands groupes du CAC 40, 5 milliards par an. Permettez-moi, une sacrée économie tout de même. Bon, la contribution nette à l'Union européenne, 7 milliards d'euros par an. La fraude sociale, les 10 millions de cartes vitales en circulation qui sont des fausses cartes vitales. Eh bien, rien que la désactivation de ces 10 millions de fausses cartes vitales, ce serait 1 milliard d'économies. Mais il y a autre chose, l'insécurité, Monsieur Bourdin. On croit que l'insécurité, c'est uniquement un problème social. Mais pas seulement. L'insécurité, c'est un problème économique. L'insécurité, ça coûte 115 milliards d'euros par an. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Mais c'est aussi un frein considérable à l'économie dans toute une série de territoires. À New York... Non, excusez-moi, M. Bourdin, c'est intéressant. À New York... Justement. Oui, à New York. Lorsque M. Giuliani a mis en place la tolérance zéro, New York était un véritable coupe-gorge. Il a réussi à faire baisser la délinquance de moitié. Eh bien, la baisse de moitié de cette délinquance a entraîné un spectaculaire rebond économique. Parce que la délinquance, ça empêche le développement économique. Je pose des questions précises et directes. Est-ce que vous diminuez le nombre de fonctionnaires pour faire des économies? Oui ou non? J'augmente le nombre de fonctionnaires d'État, notamment dans un certain nombre de domaines, justice, police, gendarmerie. Là, vous augmentez, vous embauchez des fonctionnaires. Et pour cause, parce qu'on en a supprimé 19 000 de policiers et de gendarmes, évidemment, avec une augmentation du coût plus de fonctionnaires en France. De la dépendance. Non, parce que je vais réduire le nombre de fonctionnaires territoriaux. Parce que dans le même temps où on supprime un médecin, on supprime un policier, on supprime un gendarme, on supprime un juge, de l'autre côté, on embauche 2 fonctionnaires territoriaux. Et moi, je dis très clairement sur votre antenne aujourd'hui que je baisserai de 2% les sommes versées aux départements et aux régions. Pas aux communes, hein, mais les sommes versées par l'État aux départements et aux régions, parce qu'il y a des gabegies incroyables. Je suis conseiller régional et je le sais, et les régions et les départements doivent apprendre à maîtriser... supprimer les départements, tiens, à maîtriser... Non, je pense que le département est beaucoup plus légitime en l'occurrence que la région. Eh bien ça, par exemple, vous voyez, cette baisse de 2%, c'est 500 millions d'euros d'économies par an. Marine Le Pen. Pour vous donner, excusez-moi, je voudrais vous donner juste un chiffre parce que c'est intéressant. Bah oui, allez-y. On a supprimé 19 000 policiers et gendarmes. 10 000 policiers et gendarmes de plus, c'est 480 millions d'euros par an. C'est pas considérable. Pour un gain en termes de mieux vivre et un gain en termes économique via la baisse de la sécurité, j'ai 2, 3 qui est autres très questions, importante. Marine Le Pen, il faut aller vite parce que le temps presse. Première question, est-ce qu'il y a trop d'assistanat en France?
Il y a un certain nombre de gens qui, incontestablement, fraudent. Oui. Et puis, il y a des problèmes de morale. Moi, je me pose la question, M. Bourdin, je vous le dis ce matin, je me pose la question de savoir si ceux qui sont des multirécidivistes, qui violent le contrat de la société en permanence, peuvent prétendre à la solidarité nationale. Je me pose cette question. Je me mets à la place de ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui bossent dur, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Quelle que soit la nationalité de ces multirécidivistes. Quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient vert, jaune, blanc, français, pas français, musulman, chrétien, païen. Parce que celui qui bosse et qui voit le dealer condamné 3 ou 4 fois, toucher le RSA, avoir un logement social... Vous enlevez les aides sociales à tous les multirécidivistes. Je me pose la question de savoir si ces gens-là ont le droit, encore une fois, de réclamer la solidarité nationale alors qu'ils ne respectent pas le contrat qui consiste à ne pas violer, tuer, voler, violenter, dealer, etc. Oui, Marine effectivement. Où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? J'étais au siège du Front National, au paquebot. Au paquebot, lorsque vous avez vu les avions entrer dans les tours. Oui, j'ai vu en direct le deuxième, parce que évidemment pas le premier, ça aurait été un hasard. J'ai une question à propos du monde musulman. D'abord, est-ce que la préférence nationale demeure toujours au cœur de votre projet politique ? Oui, je crois qu'elle est une mesure de bon sens. Bon. Mais je rappelle, parce que beaucoup d'idioties sont dites sur ce sujet, que la préférence nationale a vocation à s'appliquer à tous les Français. Quels qu'ils soient, et d'où qu'ils viennent. À partir du moment où ils ont la nationalité. Quelle que soit leur confession. Est-ce qu'il y a trop de musulmans en France, à vos yeux ? Il y a trop d'immigration. Non, mais est-ce qu'il y a trop de musulmans ? Si vous voulez, la grande partie. Non, la grande partie de l'immigration est. Moi, je vous dis, il n'y en a pas trop. Vous me dites quoi ? Musulmane. Est-ce qu'il y a trop de musulmans en France ? Je vous dis que cette arrivée massive de personnes qui ont une religion différente dans notre pays a permis la constitution de groupes politico-religieux qui revendiquent en permanence la modification des lois françaises. Et que c'est cela qu'il faut remettre au pas en leur expliquant que la loi s'applique, que la France a une culture, a des lois, des valeurs, a des traditions, et qu'il y a lieu de s'y soumettre. Mais beaucoup de musulmans ne posent pas de problème du tout. Parce qu'à propos de défense nationale, le Front National écrit 20% de nouvelles recrues sont d'origine musulmane. Mais monsieur, écoutez, Mme Forest me l'a déjà fait. Non, mais c'est vrai ou pas ? Bon, monsieur, c'est vrai ou pas ? Non, mais monsieur, en l'occurrence, c'était un constat qui était fait de toute une série de chiffres sur l'armée, et j'ai dit que c'était d'ailleurs assez maladroit d'avoir collé ces deux phrases. Mais monsieur Bourdin, vous admettrez avec moi, et parce que sûrement vous avez des responsables militaires à qui vous en parlez, qu'il y a eu un certain nombre de difficultés quand il s'est agi de demander à des soldats de confession musulmane de partir se battre en Afghanistan. En Afghanistan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation de choisir... Notre armée est moins fiable, donc. Non, monsieur, il faut juste rappeler à ces Français musulmans qu'ils sont Français avant d'être musulmans et que leur religion ne doit pas passer devant leur nationalité. C'est aussi simple que cela. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir. Il est 8h57, BFM TV RMC. Merci.